Concrètement, c'est en 1958, un an après l'indépendance du Ghana, que Nkrumah commence sa croisade pour l'unité africaine. À l'époque, seuls le Libéria, l'Égypte, l'Éthiopie, le Maroc et la Tunisie sont indépendants. Ils répondent tous à l'invitation à la première conférence panafricaine des États indépendants, organisée à Accra en avril 1958. Mais, pour ne pas froisser les anciennes puissances coloniales, à part le Libérien, William Tubman, aucun chef d'État n'a jugé utile de se déplacer à Accra. Sa volonté d'instaurer les États-Unis d'Afrique apparaît alors, pour beaucoup de chefs d'État, comme une volonté de dominer les autres et de mettre la main sur le continent. Alors qu'au début, Nkrumah ne parlait que d'une fédération économique et militaire qui aboutirait, à plus ou moins court terme, à une fédération politique. Et cela fait peur aux dirigeants de pays africains indépendants, jaloux de leur précaré et aux autorités françaises, britanniques et portugaises. Nkrumah, découragé pour autant, non, pas du tout. Ce n'est que partie remise. Il récidive à la fin de la même année, en décembre 1958, avec une conférence des partis politiques indépendantistes africains et aucun dirigeant de pays nouvellement indépendant n'a été convié. Au terme d'âpres débats, un consensus se dégage autour de la nécessité d'une unité continentale. Contrairement aux vues de leur hôte, les participants trouvent l'idée des États-Unis d'Afrique irréalisable. Du moins, dans l'immédiat. À la surprise générale, Nkrumah a trouvé un soutien de poids en la personne du délégué du gouvernement provisoire de la République algérienne, le Dr Fanon. Fanon a bien entendu parler de la nécessité d'une union sacrée entre les pays africains, sans laquelle il n'y aurait jamais d'indépendance réelle. Mais Fanon est le représentant d'un gouvernement provisoire en guerre contre la France et avait d'autres préoccupations, attirer l'attention des Africains sur ce qui se passe au nord du continent et que le moment était idéal pour tous les indépendantistes africains de passer à l'action armée. Pour Fanon, les puissances coloniales ne pourront jamais faire face à des guerres sur plusieurs fronts. Et il avait raison. C'est maintenant ou jamais. Comment Nkrumah est perçu par certains dirigeants africains? En tout cas, les dirigeants très en vue à l'époque, tels que l'Ivoirien Félix Houphouët-Boigny, le Sénégalais Léopold Senghor, le Togolais Sylvanus Olympio, le Tunisien Bourguiba, le Marocain Mohamed V, l'Algérien Ben Bella, l'Égyptien Nasser se méfie des intentions hégémoniques de Nkrumah et soupçonne en lui la volonté de dominer les autres. Il est vrai que Nkrumah n'avait pas affaire à des Patrice Lumumba, Félix Roland Moumié, Aban Randan, Ruben Niobé, tous assassinés, qui sont capables de comprendre au quart de tour cet enjeu existentiel pour l'Afrique. En fait, il avait en face de lui des chefs d'État en costume-cravate, imbus de leur nouveau statut de président, sans réelle clairvoyance sur les défis géopolitiques et géostratégiques concernant l'avenir de leur pays et encore moins, du continent. À cette époque, les Nigérians Obafemi Awolowo et Nnamdi Azikiwe lui sont particulièrement hostiles. Pour donner une idée sur ce que pensaient en certains dirigeants africains de Nkrumah, le 18 mai 1961, le journal West African Pilot de Lagos, appartenant à Azikiwe, écrit sur Nkrumah, je cite. La plupart du temps, le leader ghanéen, le Dr Nkrumah, tient des propos sensés. Mais lorsqu'il commet des erreurs, elles sont monumentales. Nous le savons grand défenseur de l'unité africaine, mais cela ne veut pas dire qu'il ait raison dans sa conception des affaires africaines. Le Dr Nkrumah soutient que le panafricanisme ne représente rien s'il ne s'évade pas des frontières artificielles imposées par le colonialisme. Et d'ajouter, le Dr Nkrumah veut être à la tête de n'importe quel mouvement où, s'il ne le peut pas, il reste en marche parce qu'il lui faut toujours commander. Cet homme, c'est le Messie. Ce n'est pas un gars qui suit les troupes en marche pour ramasser leurs déchets. Il est nécessaire de dire au Dr Nkrumah que la poursuite obstinée de ses ambitions territoriales ne le conduira nulle part. Ce verbiage sur le Parlement africain et une Afrique sans frontières n'est qu'un camouflage destiné à masquer ses ambitions. Qu'il renonce à la poursuite de principes fallacieux. Voilà l'idée qui prédomine chez beaucoup de dirigeants africains. Et pourtant, Nkrumah, pour faire taire ceux qui le jugent trop ambitieux, inscrit dans la constitution du Ghana la possibilité d'un abandon de souveraineté au profit d'une fédération africaine, emboîtant ainsi le pas au Guinéen Sékou Touré qui a été le premier Africain à avoir envisagé une telle éventualité. Mieux encore, Nkrumah était même prêt, pour atténuer les peurs des uns et des autres, de se retirer de la vie politique. Pour lui, il ne peut y avoir d'homme fort dans une Afrique faible et totalement soumise. Il était convaincu, comme Fanon, Lumumba et Sékou Touré, que sans cette union, l'Afrique ne sortirait jamais de la nuit du néocolonialisme. Un très mauvais présage et aujourd'hui, tout le monde connaît la suite. Addis Abeba, 1963. Il aura fallu la détermination de plusieurs grands leaders pour que le panafricanisme prenne une forme institutionnelle. Mais l'accouchement s'est fait dans la douleur. Le 22 mai 1963, fin d'après-midi à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie.
Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement du continent étaient présents. Un livre passe d'un chef d'État à un autre. Un livre dont le titre évocateur Africa Must Unite. Ça tombe bien, c'est le livre écrit par Nkrumah, le chantre du panafricanisme. Celui qui est convaincu que de cette union pourrait émerger une Afrique unie, grande et puissante, dans laquelle les frontières territoriales, qui sont des reliques du colonialisme, deviendront obsolètes et superflues, pour être au service d'une complète et totale mobilisation de la planification économique. Cette union, Nkrumah la conçoit sous la forme d'un gouvernement continental. En tout cas, Nkrumah ne laisse personne indifférent. Les uns l'admirent, d'autres, trop inféodés aux anciennes puissances coloniales, appréhendent son projet, mais tous le respectent pour avoir soutenu les peuples, tous les peuples, dans leur lutte contre le colonialisme. Ce jour-là, un homme de 71 ans, chétif, la barbe poivre et sel en collier, monte à la tribune pour prononcer le discours d'ouverture de la conférence au sommet des chefs d'État et de gouvernements africains et malgaches, c'est Haïlé Sélassié, empereur d'Éthiopie et père de l'indépendance de l'Éthiopie. D'entrée de jeu, il pose une condition presque menaçante qui retient l'attention de ses hôtes. Il déclare de prime abord, je cite Haïlé Sélassié, « Cette conférence ne peut se terminer sans l'adoption d'une charte africaine unique. Nous ne pouvons nous séparer sans créer une seule organisation africaine possédant ces attributs. » La messe est dite. Pour Haïlé Sélassié, aucun chef d'État ou de gouvernement ne quittera Addis Abeba sans en signer la première mouture de la charte de l'Organisation de l'Unité africaine, dont la rédaction est confiée au président malien Modibo Keïta. 3 jours de travail acharné et des dizaines d'heures de discours plus tard, le 25 mai, la charte créant l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, initiée par l'Éthiopie, Sélassié et rédigée sous la direction de Modibo Keïta est adoptée. Pari gagné pour Kwame Nkrumah, Modibo Keïta, Sékou Touré et Haïlé Sélassié. Très patients, ils ont réussi, non sans difficulté, à concilier les différents points de vue pour obtenir un consensus historique, l'unité, oui, mais pas de gouvernement continental. En tout cas, pas pour le moment. Beaucoup de chefs d'État n'étaient pas prêts à franchir le pas. L'adoption par les chefs d'État et de gouvernement de la charte portant sur les fonds baptismaux l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, est l'aboutissement d'un long processus. Dans toutes les parties du continent, différents leaders sont persuadés que l'avenir de l'Afrique passe par la mise en commun de toutes les forces. Le discours de Nkrumah à la fin de la cérémonie de la signature du traité fondateur de l'unité africaine a exalté nombreux de ses collègues et s'est aliéné certains autres. Nkrumah a mis l'accent sur l'importance de la vision panafricaniste, dont la finalité serait la création des États-Unis d'Afrique, comme seul rempart possible contre le colonialisme et la poursuite de l'exploitation du continent par les grandes puissances. Nkrumah était trop en avance sur son temps. Comme le disait si bien Frantz Fanon, 3 ans auparavant, aucun dirigeant fantoche, d'un gouvernement fantoche, issu d'une indépendance de façade ne peut intégrer les idées de Nkrumah. Et, à Fanon d'ajouter, les nouveaux dirigeants africains, gardiens des intérêts de leur maître, n'accepteront jamais l'idée panafricaniste sans un ordre express de l'ancienne puissance coloniale. Il faut quand même rappeler qu'en 1963, la plupart des indépendantistes africains de la trompe de Nkrumah, les Patrice Lumumba, Félix Roland Moumié, Aban Randan, Ruben Niobé, Larbi Ben Midi, capables de comprendre les enjeux sur le long terme, étaient déjà liquidés par les puissances coloniales ou par leurs frères, arrivés au pouvoir par la grâce des colonisateurs. Les autres, les Nkrumah, Modibo Keïta, Ben Barka, Amilcar Cabral n'allait pas tarder à être soit débarqué ou assassiné. L'histoire lui aura donné raison. Aujourd'hui encore, à près de 60 ans après la disparition de Nkrumah et en dépit de la faillite intellectuelle, morale, économique et sociale de l'Afrique en général, l'idée d'abandon, ne serait-ce qu'une partie de la souveraineté des États africains au profit d'une union, ne fût-ce que défensive et militaire, fait débat et divise les pays africains. Le mot d'ordre de la plupart des dirigeants africains d'aujourd'hui est « sois chef ». Un chef marionnette et impuissant, mais un chef quand même. La plupart de ces dirigeants sont malheureusement là, uniquement pour garder au chaud les places des anciens gouverneurs coloniaux. Plus de 60 ans après les indépendances, les Africains sont encore soumis aux diktats des anciennes puissances coloniales. L'Alliance des États du Sahel, créée contre vent et marée et sans l'assentiment de l'ancienne puissance coloniale, entre le Mali, le Burkina et le Niger, voit le jour 65 longues années après les appels lancés par Nkrumah, Fanon, Keïta, Sélassié et Lumumba. Il aura fallu attendre plus de 2 générations après eux pour comprendre enfin les vertus de l'unité. Il est bon de rappeler que cette alliance des États du Sahel fait peur, non seulement aux Occidentaux, mais aussi et surtout à la plupart des républiques bananières du continent africain. En 2023, le Malien Goïta, le Burkinabé Traoré et le Nigérien Tiani, héritiers directs de Nkrumah, Fanon et de Sékou Touré, sont devenus la mauvaise conscience des dirigeants africains,
indignes et sans honneur, qui ont offert l'Afrique et les Africains à leurs maîtres occidentaux. Nkrumah, l'homme à abattre. Le 24 février 1966, Kwame Nkrumah, premier président de la République du Ghana, est renversé suite à un coup d'État. L'armée ghanéenne profite de l'absence du pays de ce dernier, en visite officielle en Chine, pour s'emparer du pouvoir. Le Ghana devenait ainsi le 7e pays en Afrique noire à se voir frappé par le syndrome de coup d'État militaire depuis le début des indépendances dans les années 1960. Pour expliquer leur coup de force, certains historiens voient derrière ce putsch la main de puissances occidentales, aux yeux desquelles le rapprochement du leader ghanéen avec l'Union soviétique et la Chine, doublé de son engagement pour l'unité panafricaine et le nationalisme économique, le plaçait, de facto, dans le camp communiste. D'ailleurs, des documents du département d'État américain, déclassifiés depuis, ont clairement montré que le putsch avait été mené, comme l'a écrit le sociologue et militant tiers-mondiste Jean Ziegler, par « 2 officiers subalternes intimement liés à l'intelligence service britannique et à la CIA ». Père de l'indépendance du Ghana et soutien et parrain de pas moins de 28 pays africains, d'Alger au Cap, pour leur accession à l'indépendance, Nkrumah, le visionnaire, le nationaliste et le panafricaniste par conviction et par excellence est déclaré indésirable au Ghana par le Conseil de libération à la solde des Britanniques et des Américains. Kwame Nkrumah, après une vie des sacrifices pour le Ghana et l'Afrique, ne remettra jamais les pieds de son vivant dans son propre pays. Il trouvera asile en Guinée, chez Sékou Touré. Il mourra, loin de chez lui, loin de ce continent auquel il a tout sacrifié, à Bucarest, le 27 avril 1972, à l'âge de 61 ans. Nkrumah était trop en avance sur son temps. Beaucoup trop. Nkrumah, c'est Zidane, Maradona ou Ronaldo jouant dans une équipe de 3e division, et pour les arrêter, il faudrait leur casser les jambes. Nkrumah, on ne lui a pas cassé les jambes, mais on lui a coupé la tête. Aujourd'hui, l'Afrique vit dans des problèmes de sécurité, de pauvreté et de représentation au sein des instances internationales. Il y a plus de 60 ans, Nkrumah écrivit, je cite ces mots, « Les problèmes de sécurité ne peuvent être réglés que par une position commune et une armée commune. » Et d'ajouter, c'est la même chose des problèmes monétaires dans l'espace africain qui ne peuvent trouver leur solution que dans une monnaie et une banque centrale commune. Et la faiblesse de la voix de l'Afrique aux Nations Unies et dans les organisations internationales découle de la désunion, de la division et des désaccords entre les pays du continent. Nkrumah a abordé tous ces sujets au moment où les pays africains accèdent à leurs indépendances, il y a plus de 60 longues et interminables années. Malheureusement, il a compris trop tôt ce que les autres, aujourd'hui même, ne voient toujours pas. Il avait du mal à faire passer son message à des dirigeants africains formatés par l'école française et anglaise et incapables de voir plus loin que le bout de leur nez. Et aujourd'hui, c'est la Russie et la Chine qui se battent pour que l'Afrique soit représentée dans les institutions internationales. En fait, c'est triste de le dire de façon aussi crue, ce sont les Russes et les Chinois qui ont compris son message. En Afrique, à part le Mali de M. Goïta, le Burkina de M. Traoré, le Niger de M. Tiani, les autres continuent à faire cavalier seuls, pour un combat perdu d'avance, face aux grands blocs, aux empires et face à des puissances mondiales et régionales armées jusqu'aux dents. Comme le dit si bien un proverbe russe, celui qui n'écoute pas son père apprendra à se réveiller au son du clairon. Et j'ajoute, avec un coup de pied dans le derrière, donné au départ par la France et à l'Angleterre, et aujourd'hui par les Américains, les Russes ou les Chinois. À bon entendeur, je vous salue.